Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Elles sont plus victimes. Et cela est dû à l'irresponsabilité et à l'égoïsme des hommes. Beaucoup d'hommes font de fausses promesses aux femmes. Beaucoup d'hommes ne sont pas stables émotionnellement. Je ne sais pas pourquoi cela est très accentué dans le milieu afro. Que cela soit noir américain, surtout aux Antilles, c'est encore pire. Des familles monoparentales et où la mère n'a pas eu le choix. Quand vous avez un cœur blessé, votre mari vous a trahi, vous a fait croire autre chose, vous a trahi. Aux Antilles surtout, l'homme trompe la femme. Hotep, shalom, salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'une couronne sur la tête de Serena Williams ou qu'une mâchoire néocoloniale sur le visage de Vincent Bolloré. Bienvenue dans les funérailles des tabous, votre émission, vous le savez, désormais hebdomadaire, qui s'est donnée pour mission de répondre à l'injonction imposée par France Fanon, à savoir participer à la renaissance de la communauté afro, mais par l'excellence. Autrement dit, très loin de la victimisation et encore plus loin de la passivité. Je ne cesserai jamais de vous remercier pour vos encouragements que vous manifestez à travers des likes, à travers des partages, mais avant tout à travers des abonnements. Ne cessez de vous abonner, ça constitue pour nous le carburant, tant il est vrai que la route est encore longue, semée d'embûches, mais surtout semée de volontarisme. Alors aujourd'hui, nous sommes en direct sur D24 et nous allons aborder un sujet qui est au cœur de l'actualité française, au cœur de l'actualité française, au cœur de l'actualité américaine, au cœur de l'actualité carcérale. On va mettre des pincettes, mais on va surtout y mettre de la vérité, de l'authenticité. 80%. 80%, c'est le chiffre qui correspond au nombre de détenus en prison qui en grandit sans père. 80%, ce n'est pas rien. Au point où on en vient à s'interroger. Le phénomène de la mère célibataire ne serait-il pas le plus grand fléau de la communauté afro? Mais dans le même temps, quand on regarde ce qui se passe au Kenya, dans une tribu, notamment les Samburu, on s'aperçoit que des mères célibataires, entre elles, connaissent une forme de liberté, une forme de modernité. Au point où le débat du jour est le suivant. La mère célibataire, est-ce que c'est un fléau ou alors est-ce que c'est une liberté? Pour répondre à cette question de manière délicate, je vais être accompagné par un homme au verbe fort qui ne mâche pas ses mots, bien que avec le sourire. Cher pasteur Bishop, bonjour. Bonjour, bienvenue. Avec plaisir, je participerai à cette émission parce que c'est un sujet qui m'est à cœur. Qui te tient à cœur, très bien. Parce que longtemps, j'ai grandi avec une mère seule. D'accord. Et puis, mon père est revenu, le couple a été ressoudé, et je connais qu'est-ce que c'est que la souffrance de vivre avec une mère seule. D'accord. Une mère qui est père et mère, et parfois il n'y a pas à manger. Oh là, on va revenir dessus. Oui. Laissons d'abord le soin d'accueillir les deux sœurs qui nous font l'honneur de leur présence et qui sont ici en qualité de multicasquette et notamment en qualité de maman célibataire. Natacha, sois la bienvenue. Bonsoir Ludovic, bonsoir. Bonsoir. Alors moi je suis Natacha, j'ai 33 ans. Effectivement, je suis une maman célibataire aujourd'hui et dans la vie professionnelle, je suis credit manager. Et voilà, j'ai un compte aussi sur les réseaux sociaux où effectivement je touche ces sujets-là, mais sur un ton un peu plus humoristique, avec un petit air sérieux où j'aborde différents thèmes, dont notamment l'amour, le célibat, les relations de manière générale. Voilà. Très bien, sois la bienvenue en tout cas. Merci. Place à la sœur Émilie. Bonjour à tous, je suis Émilie Rivière, j'ai 28 ans, je suis la fondatrice de Lior Concept et la cofondatrice de PAM Agency, qui est une agence matrimoniale qui est spécialisée dans la connexion des âmes afro afin de créer justement des foyers sains et équilibrés. Très bien. Alors,
Chères sœurs, mesdames, on va commencer par le commencement. À quel moment êtes-vous devenue mère célibataire? Est-ce que c'était par choix ou par contrainte? Alors pour ma part, je suis devenue mère célibataire par contrainte puis par choix. D'accord. Puisque j'étais dans un... Alors j'ai été mariée, j'ai été dans un mariage qui arrivait à un terme, puisque l'homme avec qui je partageais ma vie, on ne partageait plus les mêmes valeurs. Et arrivé à un certain moment, on a dû s'éloigner et faire le choix pour notre bien-être et celui de notre fils, de faire chacun notre chemin. D'accord. Alors, quand tu dis que vous ne partagiez plus les mêmes valeurs, est-ce qu'il faut comprendre qu'initialement, vous partagiez les mêmes valeurs? Oui. Il y a un moment, l'un de vous deux a changé de valeur? Tout à fait. D'accord. Ayant grandi dans une famille chrétienne, d'accord. Un petit peu avec une histoire semblable à la vôtre, avec une mère qui a élevé ses 5 enfants quasiment seule, et un père qui a fini par revenir et retrouver le chemin de la maison. On a évolué dans cette structure où, pour nous, le mariage était une union éternelle. D'accord. Sauf que pour lui, c'était une union éternelle, mais peut-être avec l'idée qu'on peut y inclure d'autres personnes. Ok, très bien. Alors, moi, ça va être un peu différent parce que moi, on va dire le père de ma fille, mon conjoint, c'est une personne que j'ai rencontrée très très jeune. Donc à l'époque, je devais avoir 22 ans. Et on est restés ensemble quasiment 8 ou 9 ans. Donc ça fait exactement 2 ans aujourd'hui que je suis maman célibataire. Donc est-ce que c'était par choix? Je pense que personne, bon, je ne vais pas dire personne, mais en tout cas une personne qui a été en couple ne se retrouve pas maman célibataire par choix. C'est souvent des circonstances de la vie qui vont mener à cela. Mais effectivement, la personne qui a pris le choix de sortir de cette relation, de ce mariage en question, c'est moi. N'ayant peut-être pas pris en compte je pense qu'on va en parler ici, toutes les tendues et la responsabilité que d'être une maman célibataire et d'être un père et une mère à la fois, et qu'aujourd'hui on parvient plus ou moins à gérer. Et puis voilà. D'accord. Comment vous recevez toutes les critiques, toutes les remarques qui pleuvent sur la tête des mères célibataires, et notamment dans la communauté afro? On vous fait porter presque tous les chapeaux de notre destruction, en tout cas notre autodestruction. Oui, les mères célibataires font des mauvais choix, elles se dirigent toutes vers les players, elles n'ont pas la tête sur les épaules, ou alors elles sont trop libres. Enfin, comment vous voyez la chose? Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec cette perception? Est-ce que vous recevez ces critiques, ou alors vous êtes au-dessus de tout ça et limite vous n'y avez pas prêté attention? Alors moi personnellement, sincèrement, je suis au-dessus de tout ça dans le sens où il faut pouvoir vivre certaines situations en fait pour les comprendre ou pour pouvoir les jauger. Clairement, je pense que quand j'étais beaucoup plus jeune, je pouvais avoir aussi cet œil un peu, peut-être un peu judgmental, comme on dit, sur certaines situations, mais moi, pour l'avoir vécu moi-même personnellement et pour l'être en ce moment, je refuse que les gens, au nom de leur échec personnel, puissent se mettre cela sur... on va dire nos têtes, parce que nous aussi, parfois, c'est des situations aussi qu'on a plus ou moins subies et qu'on subit tous les jours, parce que je pense qu'aucune femme qui fait un enfant avec un homme n'aspire en fait à se séparer de la personne. Moi, je suis un peu comme ma collègue à côté. J'ai grandi dans une famille chrétienne aussi, où les valeurs du mariage étaient prônées, où on était justement sur en fait, un peu cette vision un peu éternelle du mariage et tout ce qui va avec. On va dire cette culture un peu du struggle qu'on nous a inculqué de par notre culture, où la femme doit apprendre à porter sur elle, à supporter et tout, sans peut-être mettre en aval un peu le terme que beaucoup de gens n'aiment pas, qui est réel, c'est la santé mentale, qui veut que quand on est dans un couple et que les choses n'évoluent plus, voilà, il serait mieux, même pour l'équilibre de l'enfant, même si c'est très bizarre de le dire comme ça, de se séparer que de rester ensemble et créer un environnement qui va être toxique pour l'enfant, pour pouvoir paraître aux yeux du monde que voilà, on est dans un couple et dans tout ce que les gens veulent de positif en fait. Moi, je pense que c'est très important à un moment donné de penser soi et d'arrêter de visualiser en fait le regard de l'autre, le jugement de l'autre, et de penser à soi-même en fait. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et clairement, aujourd'hui, 2 ans après, je regrette clairement pas. Et si c'était à refaire, je referais exactement de la même façon. C'est vrai, la même chose? Si c'était à refaire exactement de la même façon? Alors, je m'éviterais quand même quelques casseroles. D'accord. Parce que je pense que
quand on se retrouve dans ce genre de situation et que c'était imprévu, au départ, on est un petit peu titubant. Et le fait de ne pas avoir forcément de direction, on peut tomber dans des pièges, dans des clichés, à se sentir peut-être un petit peu plus vulnérable à des moments où on ne devrait pas. Donc je pense que je m'éviterais peut-être certains écueils, mais je suis plutôt d'accord avec ma collègue. Je suis bien au-dessus de tout ça, mais après je pense aussi que c'est une question de caractère, parce que moi, à la suite de ma séparation, j'ai dû tout reconstruire. Et j'ai tout reconstruit toute seule et à la force de mes bras. Et ma force quotidienne, c'est mon fils. Et donc aujourd'hui, je ne permets quasiment à personne de poser un jugement. En tout cas, il peut le poser, mais je ne laisse pas les candidatons m'atteindre. Très bien. Alors, je vais vous poser une question un peu, pas polémique, mais presque. Si on vous avait interdit, en tout cas, si la loi avait imposé à la personne, aux parents qui veut se séparer, eh bien, de ne pas avoir la garde. Si tu veux te séparer, tu te sépares, mais tu n'as pas la garde. Est-ce que vous vous seriez séparé de votre homme? Jamais. Sincèrement, déjà, je suis bien contente que ce soit une fiction, parce que je pense que la loi peut-être aussi aurait dû intégrer peut-être aussi l'aspect de... Je m'excuse de le dire comme ça, c'est ironique, mais peut-être aussi l'aspect de peut-être en finir avec le conjoint pour pouvoir... Pour moi, il faut toujours qu'il y ait un équilibre. Mais non, moi, je ne pense pas que je serais restée, en fait. Je ne serais pas restée. C'est très, très compliqué parce que... C'est courageux de le dire. Non, c'est courageux de le dire. C'est très courageux parce qu'à un moment donné, ce serait rester dans une relation où tu subis. Voilà, où tu subis les choses, tu subis les émotions, où tu... Et moi, cette question, elle me gêne un peu parce que ça me fait penser un peu au discours de on va dire, de toutes nos mamans qui, à l'heure actuelle, aujourd'hui, qu'on a un peu pris de l'âge, on leur demande, est-ce que vous étiez heureuse? Vous êtes restée au nom de... Voilà, il faut l'équilibre des enfants, mais est-ce que toi, particulièrement, tu es heureuse? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as vraiment vécu le mariage que tu aurais voulu vivre? Et malheureusement, on se rend compte que quand parfois on creuse et tout, bah, pas forcément, en fait. Et rester dans une relation parce que la loi me l'impose, parce que je ne verrai plus mon enfant. Moi, je pense que j'aurais fait partie des femmes qui seraient quand même parties. D'accord. Ouais, je serais quand même partie, voilà. Parce qu'avant d'être maman, je le dis toujours, je suis d'abord une femme. Et si j'ai plus ma place de femme dans mon foyer, même en étant maman, je pense pas que je resterai. Et je l'expliquerai à ma fille plus tard en lui donnant mes motivations, en fait, tout simplement. Moi, je suis assez admiratif de cette réponse, puisque tu assumes pleinement ce côté individualiste Oui. qui est très mal vu à l'échelle de notre communauté, où on voit la mère, et même à l'échelle du monde, on voit la mère comme justement la figure sacrificielle qui, au bénéfice de ses enfants, s'oublie et trouve une forme d'épanouissement dans son rôle de mère. Clairement, tu marques une distance. Alors, est-ce que ce n'est pas lié aussi à votre statut social? Si tu avais été caissière, si tu avais occupé un travail purement alimentaire, dans lequel tu t'épanouis pas forcément? Alors moi, il y a une chose que je dis toujours, même sur mes réseaux, je dis toujours aux femmes, en fait, que pour ma part, je pense qu'un des éléments qui pose peut-être problème en France, quand les gens en parlent, les gens s'adressent les poils et tout, il faut le dire, en fait. L'aspect économique, l'aspect social est très important. Ça veut dire que pour ma part, je vais être une des personnes qui va le dire très clairement. Le fait d'être sortie d'une relation en ayant des économies, en ayant un travail qui me permettait de subvenir à mes besoins et aussi à ceux de ma fille, ont facilité certaines choses. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Ça veut dire que la décision qu'une femme peut avoir dans son foyer parce qu'elle ne s'y sent plus bien pour X ou Y raison, elle ne peut pas partir du jour au lendemain. Pour moi, ça se prépare, en fait. Et quand je parle de préparation, je fais partie des femmes qui parlent toujours de l'aspect financier, de l'aspect économique. Donc, je ne pense pas que, pour être très clair honnêtement, si j'avais été le genre de femme qui m'appuyait totalement sur mon conjoint et qui dépendait totalement de lui, je pense que j'aurais fait peut-être un effort et un sacrifice à ce moment-là, mais que j'aurais dû payer peut-être de ma propre chair ou de ma santé mentale, de rester dans mon foyer parce que je n'aurais pas eu d'autre choix. Ça, c'est un aspect qui est très important, il faut le dire. Mais effectivement, le fait, moi, aujourd'hui, d'avoir, entre parenthèses, une situation qui me permet de pouvoir me mouvoir, mais bien sûr que ça a été déterminant, en fait. Voilà, parce que j'y ai pensé. Mais même pour aller plus loin dans ma réponse, parce que ma réponse a été jamais assez directe et ferme, et je reste là-dessus, parce que dans ma vision de la vie, je pense que pour qu'un enfant puisse être pleinement équilibré,
il a besoin de ses 2 parents. Et parce que je crois fermement que mon fils a besoin de moi quotidiennement et que je dois le pousser à devenir cet homme bien avec les valeurs que je souhaite lui transmettre, il m'est même pas envisageable de pouvoir penser me séparer de lui définitivement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je suis aussi assez d'accord avec ma collègue, mais j'ai eu, moi, une vie assez différente. Aujourd'hui, en effet, j'ai une situation assez confortable. Je suis conseiller financier HDG, je gagne plutôt bien ma vie, je suis multi-entrepreneur, j'ai plusieurs entreprises. Mais à l'époque, je n'avais pas cette vie-là. Alors, non pas que je dépendais de monsieur, mais j'avais aussi cette pression de se dire, si je devais partir, il faudrait non seulement subir la détresse psychologique d'être loin de mon enfant et pouvoir reconstruire. Tout ce que j'ai reconstruit là, je l'ai reconstruit en 1 an et demi. Je pense qu'à ajouter à ça une douleur psychologique aurait rendu les choses bien plus difficiles. Très bien. Et avant de laisser la parole au pasteur, quand même, je sais qu'il a des choses à dire, où se situe, si on part d'une perception portée par certains hommes qui voient dans les aides sociales, d'une certaine façon, un encouragement à la femme pour se séparer, où se situe, selon vous, la frontière entre le choix réfléchi de séparation et le caprice? C'est-à-dire, quand vous savez que si vous vous séparez, bon, il y a l'État, il y a des aides, est-ce que ça n'a pas une conséquence sur le rapport à, quand je dis vous, non, mais c'est pas ça, on a compris. On s'est compris. En fait, ça n'a tellement jamais fait partie, je pense, de notre vision. Okay. Moi, les aides sociales, je ne les ai jamais connues. En plus, j'avais la chance de toujours travailler et que monsieur avait une situation plutôt confortable. Donc, les aides sociales, c'est pas quelque chose que j'ai connu et donc qui faisait partie aussi de ma réflexion. Mais dans vos observations, ça, c'est quelque chose? Moi, il y a une chose que je souhaiterais dire déjà. Il faudrait à un moment donné qu'on dise les choses. Les aides sociales, entre parenthèses, ne remplacent pas un père et encore... comment dire, couvre pas comme les gens peuvent le penser, on va dire, certaines activités ou certains achats qu'on peut faire pour un enfant. Ça, c'est la première chose à dire. Parce que c'est vrai que j'entends souvent ce débat-là et je me dis, mais il faudrait que les gens y lisent. Moi, récemment, je suis tombée sur une étude de l'INSEE qui a été faite en 2021 qui disait en fait que lorsqu'on parle de pauvreté, les familles monoparentales et surtout les familles où les femmes sont seules avec leurs enfants sont les familles les plus pauvres. Oui. Ça veut dire que quand on parle de ça, on part quand même du principe que quand tu es seule avec ton enfant ou tes enfants, tu es supposé avoir des aides qui vont faire que tu peux remonter la pente. Mais c'est pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas parce que tu touches 200 € de la CAF ou 300 € ou 150 € de la CAF, en fait que c'est, entre parenthèses, assez pour pouvoir gérer au quotidien les besoins d'un enfant. Parce que j'entends des pères ou des mères qui se déresponsabilisent en disant de toute façon, elle a les aides. Moi, je trouve que c'est très irresponsable et c'est très bas. Donc moi, je suis comme ma collègue à côté. Je n'ai jamais eu d'aide, en fait, en temps réel. J'en ai même pas encore aujourd'hui. Parce qu'effectivement, c'est lié plus ou moins à nos situations professionnelles qui impactent. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de moments où c'est un peu plus difficile, où c'est un peu plus compliqué. Donc, il faudrait que les gens ils arrêtent avec ce truc-là de se dire que déjà, les mamans célibataires, on a des aides, et ces aides-là, en gros, on se source dessus, on s'assied. Sincèrement, c'est D'accord, donc c'est pas le cas. Une culpabilisation gratuite et basse. C'est une culpabilisation gratuite. Ensuite, ta deuxième question, je ne me rappelle pas. J'imagine que... oui. Mais il y a quelque chose qui a souligné et qui est très important. Les femmes mères célibataires, la plupart, ce sont des femmes qui n'ont pas fait de choix, qui ont subi des abus, et qui ont subi des déceptions. Et à 90%, parce que moi je m'occupe beaucoup de couples, elles sont plus victimes. Et cela est dû à l'irresponsabilité et à l'égoïsme des hommes. Beaucoup d'hommes font de fausses promesses aux femmes. Beaucoup d'hommes ne sont pas stables émotionnellement. Je ne sais pas pourquoi cela est très accentué dans le milieu afro. Que cela soit noir américain, surtout aux Antilles, c'est encore pire. Des familles monoparentales où la mère n'a pas eu le choix. Quand vous avez un cœur blessé, votre mari vous a trahi, vous a fait croire autre chose, vous a trahi. Aux Antilles surtout, l'homme trompe la femme. Mais si au moins il est responsable à la maison et qu'il est correct, la femme peut rester. Mais il y a des hommes qui trompent leur femme et à la maison, il est méchant, il n'apporte parfois rien.
ni moralement, ni financièrement, alors une telle femme va rester pour quelle raison? Vous êtes d'accord avec cette lecture, à savoir que, si je dois résumer de manière caricaturale, si vous restez avec un homme, avec un mari, si c'est un bon père et que c'est un bon mari, même s'il est infidèle... Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit... C'est ce que j'ai entendu. Non, non. Okay. Non, je voulais expliquer une chose. Okay. Il y a l'actu des hommes. Certains sont infidèles et infestent encore dans la maison. Oui. Vous voyez? C'est un doublon. Oui, voilà. C'est ça. Certaines femmes, pas toutes, parce qu'il n'y a aucune femme qui voudrait vivre avec un homme infidèle, mais certaines femmes auraient pu facilement digérer la pilule si au moins le mari jouait un rôle de père, il était présent, il était affectueux. Mais tu redis la même chose. Certaines femmes, je dis bien. Mais certaines, c'est sûr que ce n'est pas une globalité. Oui, parce qu'il y a des cas de femmes qui n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de moyens, mais malgré tout, quand c'est invivable, elles se séparent et elles se retrouvent dans la misère. Là, on a 2 femmes qui arrivent à se débrouiller. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas de métier, qui n'ont même pas cherché à avoir de métier, tellement qu'elles ont cru à leur mari. Et demain, ils se retrouvent sans rien. Mais oui. Non, ça, tu as parfaitement raison. Il faut le déplorer. Voilà. Mais pour revenir sur cette notion, oui. Étant donné qu'il y a beaucoup de... Je sais qu'il y a vous me dites si je me trompe, qu'il y a une sorte de fracture générationnelle entre les mères et les filles, puisque beaucoup de mères, on les voit sur les réseaux, elles se répandent, elles disent aux filles, oui, si tu ne peux pas quitter ton homme parce qu'il est infidèle. C'est absurde. Et les filles qui disent, non, c'est un contrat moral, il me doit fidélité, tout comme je lui dois fidélité, à partir du moment où il m'est infidèle, c'est qu'on ne peut plus être ensemble. Donc cette notion de fidélité, elle n'est pas balayée d'un revers de main. Elle marque une frontière générationnelle. Est-ce que vous l'avez observé, ça ou pas? Oui, ça s'observe. Après, je pense qu'il faut aussi définir l'infidélité et comment on appréhende ce concept-là. Moi, à titre personnel, je ne pourrais pas être dans un mariage, dans une relation avec quelqu'un d'infidèle. Par contre, aujourd'hui, j'ai assez d'expérience et je pense être assez tolérante pour comprendre qu'une erreur peut arriver. Une erreur peut arriver, on est humain. Je peux pardonner une erreur, mais je ne partagerai pas ma vie avec quelqu'un qui a le trait même de caractère de l'infidélité. Je pense que c'est 2 choses différentes. Maintenant, pour revenir sur ce que disait le pasteur par rapport au fait qu'en effet, des fois, il y a cette double peine, partager sa vie avec quelqu'un qui ne fait ni le travail à la maison, ni le travail à l'extérieur, c'est d'autant plus compliqué et peut-être mène à prendre des décisions beaucoup plus rapidement et beaucoup plus radicales. Alors moi, je vais avoir un discours un peu différent parce que moi, je refuse de me mettre en fait dans le schéma en fait de la femme victime. Quand je dis victime, je me comprends. Ça veut dire oui, les femmes elles souffrent et puis c'est toujours les hommes et tout. Moi non, parce que même lors de ma séparation, j'ai eu la chance de me faire accompagner par la suite par un coach mental qui m'a fait comprendre que dans la séparation, j'avais aussi mes torts. Ça veut dire que voilà, moi j'ai grandi d'une certaine façon, j'ai perdu ma mère très très jeune, j'ai pas vécu avec mon père, parce que j'avais déjà en fait un caractère qui faisait que c'était pas évident en fait pour moi de partager ma vie avec un homme et de surtout laisser un homme me gérer. Commander. Voilà, non, le commander c'est pas tant le terme en fait, c'est plus me gérer parce que il y a cette notion qu'on a. Moi, par exemple, j'ai grandi dans un milieu chrétien, je le disais, j'ai pas de problème avec la soumission. Par exemple, tout ce qui est. Il y a des femmes qui entendent ça et peut-être, ah, moi, soumise, non. Ça me dérange pas du tout d'être soumise à mon mari, sauf si j'ai fait le choix de me marier avec toi. Mais maintenant, je pars du principe. Pardon, préciser ce que tu entends par soumission, parce qu'on l'utilise beaucoup. Ah oui, non, la soumission, pour ma part, c'est. En fait, c'est se mettre. Au mariage, ça serait quoi? Pour moi, c'est. Comment dire? Comment est-ce que je vais l'expliquer ici? Reconnaître l'autorité de l'homme. C'est connaître l'autorité. En fait, c'est moi. Qu'est-ce que ça donne? Reconnaître la responsabilité. Le dernier mot revient à l'homme. Bah oui, voilà. Moi, c'est ça. L'autorité de l'homme, le dernier mot revient à l'homme. Ce côté de pouvoir entendre, en fait, que ton mari te dise, écoute... Donc, c'est pas parler plus fort que lui? Non. C'est tout ça, en gros? Non. Ok. Et voilà, pour revenir à ce que je disais, en fait, et ce discours-là de toujours dire oui, les femmes, on a subi, elles subissent des hommes, les hommes sont infidèles et tout, machin et tout. C'est une réalité pour certaines, mais pour d'autres aussi, on a un problème en fait aussi de caractère, de comportement, d'attitude. Heureusement que c'est toi qui le dis. Non, mais c'est moi qui le dis parce qu'en plus, oui, c'est moi qui le dis et je l'assume pleinement. Et pour les personnes qui me connaissent personnellement, c'est une réalité. Et souvent, c'est pas forcément que c'est un caractère pour être méchant, c'est que ça va être lié aussi à notre vécu, à notre parcours. C'est-à-dire que quand tu as été une femme, moi, ça a été mon cas, où je me suis retrouvée jeune,
très vite, j'étais dans des internats de sœurs, j'ai eu une éducation très, très carrée, très cadrée, et que tu te mets en couple avec un homme, par exemple, qui, je sais pas moi, est quelqu'un de bordélique de base, une petite histoire qui peut se régler en 5 minutes, toi, tu peux le prendre de manière... je sais pas comment vous expliquer, c'est un peu comme... C'est limite comme si on est un peu... comme si tu es un peu une stressée de la vie, on va dire ça comme ça. Parce que tu as une éducation qui est comme ça, et quand la personne déborde un peu, toi, ça te désoriente. Et du coup, il y a un caractère derrière, il y a une manière de parler. Il y a pas mal de choses, en fait, aussi qui peuvent souvent, pas justifier l'infidélité, mais pousser un homme à aller chercher, je sais pas moi, la douceur à l'extérieur. Et c'est des trucs, en fait, que nous, les femmes, j'ai l'impression qu'on ne veut pas entendre. Moi, je le dis clairement, je pense que dans ma relation et dans l'échec de mon couple, il y a pas mal de choses qui sont aussi liées de mon fait. Voilà, ça, c'est une réalité. Maintenant... Est-ce que tu as ta part aussi de responsabilité? Pardon, Natacha, de t'avoir coupé. Hein. Non, je pense que dans toute séparation, on a tous nos parts de responsabilité et c'est assez mature et équilibré de l'accepter. D'ailleurs, que ce soit même dans la vie professionnelle, quand on se sépare de son employeur, on a une part souvent de responsabilité aussi petite soit-elle, dans cette séparation. Et donc, toi, personnellement, bien sûr, où se situait-elle? Parce qu'elle a parlé de la jeunesse, de sa responsabilité, de son rapport. Elle a grandi sans présence masculine, donc ça lui a forgé une dépendance qui l'empêchait peut-être de se mettre facilement en couple, en foyer. Toi, où se situait ta part de responsabilité? Je pense dans ma construction personnelle. J'ai rencontré celui qui est devenu mon mari plus tard, à 14 ans. Donc vous imaginez bien que quand on rencontre un homme à 14 ans, on est un enfant. Et ayant grandi et évolué avec lui, peut-être que j'avais une perception de ce que devait être une femme qui était complètement différente. Comme je le disais, j'ai grandi dans une famille chrétienne, avec une mère qui nous a élevés pendant très longtemps toute seule, et peut-être aussi avec cette crainte, cette peur de l'abandon, qui m'a fait créer peut-être des schémas dans lesquels il s'est senti peut-être étouffé. Je pense qu'il y a différents facteurs Merci qui peuvent, déjà de nous en faire part. Qui peuvent pousser un homme à se sentir pas à sa place dans son foyer. Et pour rejoindre ce que disait ma collègue, je pense que le fond de la question, c'est surtout quelle est la place qu'on donne à l'homme quand c'est l'homme et au père, finalement, dans toutes ces histoires. Finalement, si on recherche la responsabilité, on est tous sur un même pied d'égalité, on trouvera chez chacun la responsabilité de chacun. Par contre, trouver sa place, c'est là que le bas blesse. D'accord. Je voulais souligner un truc, parce qu'elles ont une analyse un peu humaniste, mais moi, je me restais un peu biblique. Ok. Vous voyez, dans le premier couple, oui. Qui s'appelait Adam et Ève. C'est Ève qui a fait la bêtise, d'abord. Elle a pris son temps pour parler avec les serpents. Il y avait des gazelles, il y a avait des oiseaux, mais elle, c'est les serpents qui l'intéressaient. Mais pourquoi? Peut-être qu'elle se trouvait un peu seule. Voilà, mais voilà, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi. C'est bizarre, hein? Beaucoup de femmes aiment les voyous et les bling-bling-bling. Vous voyez, les hommes un peu superficiels. Je constatais ça. Bon, maintenant, lorsque le péché est entré, Dieu n'a pas interrogé la femme. Dieu a demandé à l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Et selon toi, pourquoi il n'a pas interrogé la femme? Parce que l'homme est le chef, le responsable. Et certains hommes veulent être responsables quand ça les arrange. C'est pour ça que je dis que quand ça ne va pas dans un couple, les responsabilités sont partagées, mais l'homme a la plus grande responsabilité. Parce que tu es le chef. Tu dois être, même si je suis marié avec une femme qui est caractérielle. Donc, en gros, un couple qui fonctionne, c'est un couple où la femme est l'enfant de son mari. Ça infantilise, puisqu'elle n'est pas responsable. Non, ça n'infantilise pas. Mais ça veut dire que Dieu attend d'un homme qui est responsable de savoir gérer sa femme, son caractère. Je peux être avec une femme comme elle est nerveuse, parce qu'elle a vécu des traumatismes. Mais moi, étant qu'homme, je dois savoir gérer sa nervosité, lui donner de la tendresse et agir en conséquence. Si par exemple, elle te met une gifle, tu dois... Mais non. Non, mais je prends l'exemple caricatural. J'ai l'impression qu'il a fait aux femmes. Hein? Non. Je suis dans mon rôle. Je suis obligé d'être le poil à gratter. Sinon, on est tous d'accord. L'émission, il n'y a pas d'émission.
D'accord. Voilà. Voilà. Moi, je suis obligé de poser ces questions, parce que des gens se posent des questions. Voilà, c'est ça, oui. Certains hommes, ils sont là, ils se plaignent, ils disent non mais attends, moi j'essaye de... Il y a des frères qui ont fait des vidéos, oh ma femme, je peux pas être avec tel type de femme, trop nerveuse, elle tabasse, quand on rentre à la maison, il n'y a pas de discussion. Donc ça, c'est des choses, on les a entendues, donc je suis obligé d'en parler. On a parlé tout à l'heure de la nervosité, la façon de parler. Il y a les gifs verbales, il y a les gifs physiques et puis il y a les gifs verbales. Voilà, donc ça aussi, il faut en parler. D'accord. Mais j'estime que, moi j'en suis convaincu. Oui. Un homme, Oui. un vrai homme, Oui. doit être capable de gérer sa femme. Quel que soit son caractère. Et l'amour, la Bible dit l'amour supporte tout. Quand on aime vraiment une personne, on peut tout supporter. Et la femme est un être fragile. La femme est très... Vous allez voir, demandez-les, c'est les femmes souvent, à 90% qui demandent le divorce. Oui. Parce que l'homme, il supporte facilement la tension, des relations conflictuelles, mais la femme est tellement entière, et c'est comme une éponge, elle pompe tout, à un moment donné, elle explose. C'est prouvé que la plupart des divorces, c'est les femmes qui les demandent parce qu'elles craquent. D'accord. Donc maintenant, c'est à l'homme de savoir gérer sa femme, savoir... Moi, j'ai une femme, et parfois il arrive qu'une fois, elle m'a répondu dur devant sa mère. Et je n'ai pas pété le plan. Je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es stressé? Je l'ai massé les pieds. Je vous dis, je l'ai massé les pieds devant sa mère. Donc, messieurs, si votre femme est stressée et vous insulte, le pasteur vous dit, massez-lui les pieds. Oui, massez-lui les deux. Faites des bisous. Oui, la tante. Oui. On aura tout entendu dans les funérailles des tabous. Non, mais heureusement que le pasteur est là. Non, mais aujourd'hui, c'est pas le funérailles des tabous, Oui. c'est le funérailles des machos. Oui. Ah bien vu. Aujourd'hui, c'est les funérailles des machos. C'est bien vu. C'est vrai que dans le réel, il y a beaucoup de machos, il y a beaucoup de femmes victimes, Oui. il y a beaucoup aussi de femmes castratrices. Ah oui, il y en a aussi. Au-delà de ça, parce qu'on va recentrer quand même sur les sœurs présentes, j'avais une autre question à vous poser. Si demain matin, dans un mois, dans une semaine, vous rencontriez l'homme, en tout cas a priori comme ça, d'un coup de cœur, l'homme de votre vie, d'accord, mais qui, celui-ci, vous dit, je te prends toi, sans ton enfant, mais que vous ressentez, vous êtes certaine que c'est lui, vous savez que c'est the one, c'est lui. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez, moi, je crois vraiment que parfois, il y a deux personnes qui parlent à l'intérieur de nous. Et qu'il faut savoir choisir la personne qu'on écoute. Vous voyez, très honnêtement, aujourd'hui, un homme qui me dit « je te prends toi et pas ton colis » parce que c'est ce que ça veut dire, il faut comprendre que une femme, elle est entière avec son histoire, son expérience et son bagage. Et si un homme n'est pas en capacité de comprendre qu'on prend la femme avec tout ce qu'elle a, tout son bagage, c'est que j'ai écouté la mauvaise voix et dans ce cas-là, il n'est pas réellement fait pour moi. Non, là tu dévies ma question. J'ai pas dit pas si c'est lui qui est fait pour toi. Mais ça peut pas être. Si, ça va pas être lui. Non, parce que une femme, quand elle est mère, donc il y a des mères, il y a 6 femmes. Donc peut-être que tu peux rencontrer l'homme de ta vie en tant que femme, mais pas forcément en tant que mère. Donc la question c'est, ça revient à la même question que tout à l'heure, mais sous un autre angle. Est-ce que tu sacrifies toi ou ton enfant? C'est ça la question de fond. Non, mais je vais répondre à ta question parce qu'elle y a répondu, mais tu veux le contourner dans tous les sens. La problématique, c'est que la femme d'aujourd'hui est, tout à l'heure, j'ai répondu, parce que tu ne m'as pas laissé d'autre choix. C'était tu restes, entre parenthèses, ou tu pars. En fait, je n'avais pas d'autre choix. Là, j'ai le choix, en fait. J'ai le choix de dire j'abandonne mon enfant au nom d'un homme qui soit... En fait, c'est indissociable, c'est ça qu'elle essaie de te dire en fait. Mon enfant, c'est moi, c'est un peu comme si moi je rencontre un homme qui a des enfants, comme certaines femmes le font en disant écoute, dorénavant ta vie c'est moi et tous les enfants que tu as eu avant ne comptent plus. Non, que ce soit un homme ou une femme, si moi je fais le choix de me mettre à un homme qui a des enfants, je fais le choix aujourd'hui d'aimer ces enfants comme les miens parce que l'amour que je porte aux enfants, c'est cet amour que j'ai pour leur père. Donc moi je m'attends à la même chose. Si tu m'aimes moi, tu es supposé en fait, entre parenthèses, aimer mon enfant et moi je suis supposée faciliter
cet amour entre vous. Donc ça va aussi, j'aurai aussi mon rôle à jouer. Maintenant, je peux comprendre des hommes qui ont peur de se mettre avec des femmes, qui ont des enfants et qui ont peut-être peur de se retrouver dans des luttes parce que l'enfant est peut-être un certain caractère et tout. Et c'est pour ça que je demande aux hommes d'observer, parce que souvent, lorsque tu as une femme qui a un enfant, on ne te demande pas de la marier tout de suite. Va regarder, regarde comment elle est dans son attitude, son comportement, l'éducation qu'elle donne à son enfant, et vois si tu peux t'y insérer. Si tu vois que tu n'y peux pas, ben, ça dépend de l'âge de l'enfant. Oui, je suis d'accord. Vous savez, moi j'ai vu des cas de couple où l'homme, d'abord, je vais répondre pour les dames, c'est inhumain de demander à une femme telle chose. Ou tu prends pas. Alors, écoutez, c'est une question caricaturale. Oui, voilà. Ça existe, hein. Voilà, ce qui dit est réel. Hein. Tu as des hommes qui te disent j'aurais bien voulu finir avec toi, mais tu as un enfant. Par contre, je comprends un contexte où j'ai vu des femmes qui ont des enfants mal élevés. Un enfant qui a 17 ans, qui est mal élevé, c'est irrécupérable. Vous êtes deux mâles dans la maison. Ah ben oui, ça devient pour faire la bagarre, j'ai vu. Oui. Voyez. Et bon, maintenant, un enfant qui a 5 ans, qui a 4 ans, on peut le rattraper, on peut l'éduquer. Bon, un enfant qui a 17 ans, qui est bien élevé, l'homme peut facilement, il n'y a pas de raison. Donc ça dépend de l'enfant. En fait, le pasteur a touché un point qui, pour moi, je le dis tout le temps. Et à l'époque, elle a un site, moi j'ai un site, un autre qui s'appelle Black Love Connection, où je faisais effectivement aussi des rencontres entre afro. Et une fois, j'ai eu un homme qui m'a dit, Natacha, moi personnellement, des femmes qui ont un enfant, j'en veux pas parce que c'est trop compliqué. J'aimerais bien recommencer à zéro avec quelqu'un et moi-même. Et je lui ai dit un truc. J'ai dit, écoute, je comprends très bien ce que tu me dis, mais il faut que tu penses à un truc. Parfois, quand tu es avec une femme qui a déjà un enfant, il y a plusieurs choses que vous pouvez voir. Premièrement, est-ce que cette femme qui a un enfant continue à prendre soin d'elle en tant que femme? Parce que beaucoup d'hommes sont souvent surpris de se mettre en couple avec des femmes, de faire des enfants et de voir en tout cas la nana commencer à s'oublier, à se dégrader, à se laisser aller. Ou alors d'avoir une éducation qu'elle donne à son enfant, ou par exemple, toi l'homme, tu ne retrouves pas ta place parce que quand tu essaies de tirer les oreilles de l'enfant, tu n'as pas ton mot à dire. Et souvent les hommes sont surpris un peu de ça. Alors que Al contrario, quand tu es avec une maman célibataire, je ne le dis pas parce que je le suis, je ne me vends pas, sincèrement, je n'ai pas du mal. Voilà, je ne fais pas de promotion. Je fais pas de promotion, mais la chose que tu peux voir, en fait, c'est quel genre d'éducation est donnée à son enfant. Ça, tu peux très vite le voir. Est-ce que l'enfant est bien élevé? Est-ce que l'enfant est poli? Est-ce qu'il suit? En fait, tu peux déjà te projeter. Ça, c'est ce que les hommes, parfois, ils oublient. Deuxièmement, quand tu rencontres une femme qui a 1 ou 2 enfants, tu la vois physiquement. Est-ce que c'est une femme qui arrive à dégager du temps pour prendre soin d'elle? Est-ce que, en fait, dans tout ce schéma-là, tu arrives un peu à te dire, bon, demain, cette femme-là, si demain je me mets avec elle et que j'ai un enfant avec elle, j'aurai toujours ma place d'homme, elle trouvera du temps pour moi, elle trouvera un moment pour nous, un moment pour les enfants, l'éducation qu'elle donne, entre parenthèses, aux enfants, je m'y retrouve. En fait, il y a un certain positionnement que tu peux visualiser chez la maman célibataire, en fait. Excuse-moi, je suis complètement d'accord avec cette idée-là, mais justement, dans notre agence, ce qu'on dit, c'est que forcément, on a tous des critères. Et moi, en tant que mère célibataire, je ne suis pas ni surprise, ni choquée qu'un homme ne veuille pas être en relation avec une mère célibataire, parce que ça peut être compliqué. Il y a aussi un homme avant, qui peut être encore présent dans la vie de l'enfant. Il faut pouvoir gérer ses relations. Il y a une éducation par rapport à l'enfant. Il y a plein d'autres choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Lorsque c'est un critère, c'est quelque chose que j'entends. Et je pense qu'un homme équilibré, il a sa vision de la vie, sa perception de ce qu'il souhaite de son foyer. Donc je peux complètement entendre qu'un homme ne veuille pas entrer dans une relation de la sorte. Moi, ce qui me choque plus, et ce que j'ai pu voir dans différents échanges, comme ce type d'échange-là, c'est la virulence que certains hommes afro ont contre les mères célibataires à l'idée de pouvoir se mettre en couple avec elles. Comme si une mère célibataire était une femme de second rang. Et justement, c'est ce que je partage souvent avec ces hommes-là, c'est OK, si c'est un critère, on coche. Par contre, il faut avoir cette ouverture d'esprit de pouvoir se dire qu'une femme, mère célibataire, c'est avant tout une femme. D'accord. Et non pas avant tout une mère. Et non pas avant tout une mère. Okay. Après, on le choisit. Hein. Okay. Il y a des femmes qui font le choix d'être. Et dans le prolongement de ma question de fond, c'était plutôt la suivante. Alors, si on s'en tient à la biologie, la femme a 2 sources réellement d'amour, donc de l'accès au bonheur. C'est l'amour d'un homme ou l'amour de ses enfants. Et l'amour de ses enfants peut compenser l'amour de l'homme. Alors que l'homme n'a qu'une source vraiment de bonheur, l'amour de la femme. En conséquence,
ou du moins c'est sous forme de question. L'amour de la femme ou sa femme? Non, sa femme. Est-ce que une femme qui a 1, 2, 3 enfants a encore besoin d'avoir un homme dans sa vie? Je parle sur la durée, pas purement physique. C'est une question que beaucoup d'hommes se posent. C'est qu'en définitive, vraiment, est-ce qu'une femme a besoin? Il y a beaucoup de femmes qui disent, bon, moi j'ai mes enfants, après tout, franchement, je suis bien avec mes enfants, 1 ou 2 enfants, ils me donnent tout l'amour inconditionnel, tout l'attachement, au moins avec eux, je dors tranquille, je ne suis pas obligé de regarder son téléphone la nuit, je ne suis pas obligé de savoir où il va. Bref, ça, la paix du cœur et l'amour inconditionnel. Donc la question se pose, est-ce qu'une femme qui a des enfants, je parle de besoin, pas de désir, de besoin encore d'être avec un homme? Je n'ai pas la prétention de répondre pour toutes les femmes, Selon vous. mais selon moi, je pense que l'épanouissement se trouve dans l'équilibre. L'amour d'un enfant, c'est quelque chose d'incroyable et d'extraordinaire. Mais l'amour de mon fils ne pourra jamais combler l'amour qu'un homme peut m'apporter. D'accord. Donc ça me paraît Pas le même amour. c'est pas le même amour. Et je dirais même, puisque tu parlais tout à l'heure de 2 sources, je dirais même que, puisqu'il y a un pasteur là, souvent on parle de 3 sources, je dirais même qu'on peut parfois s'oublier lorsque on a des croyances profondes, une foi profonde, à penser que Dieu peut combler cette place-là. Et à mon sens, c'est une erreur. D'accord. Très bien. Merci d'avoir rassuré celles et ceux, ou du moins ceux en partie qui y pensaient. Alors moi, je suis totalement d'accord avec elle, en fait. Je ne vois pas du tout le rapport entre l'amour qu'on peut porter à son enfant, qu'on peut porter à son conjoint, qu'on peut porter à Dieu. Pour moi, comme j'ai toujours dit, ça... que chaque chose, en fait, reste dans sa case. D'accord. En fait. C'est chaque chose en son temps, une temps pour toute chose, comme on dit. Mais effectivement, moi, ce qui me choque plus, pas réellement, parce que moi, j'ai arrêté de débattre avec des gens qui ont des propos virulents, justement, sur les mamans célibataires, parce que souvent, moi, quand je creuse, je me rends compte que c'est frustré? Non, j'aime pas employer ce terme-là. C'est des personnes, en fait, qui, quand tu regardes dans le fond, après, ils glissent dans nos DM. Voilà, tu vois. On leur dit non, et puis ils sont un peu saoulés. T'en as aussi beaucoup qui vont te dire... Moi, une fois, je me rappelle de m'être pris la tête avec quelqu'un qui avait dit ce genre de propos à une de mes cousines à l'époque en disant, écoute, t'as déjà 2 enfants, t'as 30 ans, en gros, si je te donne de mon temps, tu devrais t'estimer heureuse parce que tu es pratiquement périmée. Bon, c'est des propos qu'on entend, en fait. Et moi, sincèrement, les gens qui ont ce genre de propos, je dis, mais va vers une femme pas périmée. Mais qu'est-ce que tu as... Et laisse-nous aux hommes qui voudront bien un peu manger de notre péremption. Donc, pour moi, en fait, il n'y a pas de débat à avoir sur certaines choses, en fait. Parce que, malheureusement, il y a la vie, il y a la vision qu'on avait de la vie, il y a la réalité, il y a certaines choses qui nous demandent une forme d'adaptabilité, pardon. Et donc, du coup, voilà, je m'en occupe pas, en fait. Mais Herman, j'aimerais souligner quelque chose que, personnellement, moi... En guise de conclusion? Oui, j'admire les mamans célibataires. Ok. Il faut du courage, c'est pas n'importe quoi. Croyez-moi, j'ai été élevé par une mère célibataire. Il faut du courage. Et malheureusement, nos sociétés afro, c'est comme une peste. Nous les hommes, ça c'est mon observation. Hein. Il y a certaines femmes qui ont des caractères, bien sûr, mais en grande majorité, nous les hommes, on n'assume pas notre paternité. On est plus des génitaires que des hommes. On fait des enfants. Je me dis, tu n'as pas d'argent, mais un coup de fil. Et même le père qui reste avec les mères, dans notre culture même, le père n'est pas très affectueux. Le père, c'est l'éducation, il donne l'argent, tout. Alors que moi, je pense qu'on doit corriger ce côté-là. Un père doit être aussi affectueux. La mère donne l'affection. Et le père aussi. Le père se donne aussi l'affection. Donc la féminisation des pères. Mais non. Ce n'est pas la féminisation. Donc, dès qu'on est affectueux, c'est féminin. Non, attention. Quand on parle de rôle, oui. Si on va jusqu'au bout de la logique, oui. Tu dis le père, c'est la droiture, c'est l'ordre. Oui. C'est difficile d'être les deux à la fois. Non, non. Et on doit l'être. D'accord. C'est la raison pour laquelle beaucoup de pères sont détestés aujourd'hui. Oui. Parce que malheureusement, culturellement, et aussi les mamans nous donnent le rôle de fouettard. Okay. L'enfant est à la maison, il fait des bêtises. Tu attends ton père va venir, tu vas voir. Ton père va se t'en occuper de toi. C'est peut-être comme ça que fonctionne aussi la société. La carotte et le bâton, le bisou et la chicotte. Chacun son rôle. Est-ce qu'on a tous vu ce film Fence avec Denzel Washington? Oui. Cette partie qui a... Moi, j'ai réfléchi ce rôle-là de fouettard. Cette partie où le fils dit à son père,
pourquoi tu ne m'aimes pas? Je m'aime pas. Qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il répond? Je m'occupe de toi. Toi, je voilà. te donne Mais à qui t'a dit- manger, qui t'as t'a un poids dit sur que- la tête. Je t'aime pas. Voilà. Non, c'est qui t'a dit je dois t'aimer. Oui. Ah, c'est dur ça. Et après, ça c'était pour le percuter. Il lui a fait comprendre que son amour à lui, c'était pas en lui faisant des caresses et de disant je t'aime, c'était en s'occupant du cadre. Oui, C'est-à-dire mais- que l'homme construit la maison, la femme construit le foyer. Oui, mais la- Selon certaines personnes après. Oui, ah oui, le problème, c'est qu'à le contraire, la problématique de cette chose-là fait aujourd'hui les hommes afro qu'on a. Voilà. Ça veut dire, en fait, c'est cette Exact. résultante-là qui fait qu'on a ces hommes afro aujourd'hui qui, justement, n'ont peut-être pas eu cette part de douceur, de D'affection. délicatesse, d'affection du côté de leur papa et qui reproduisent aujourd'hui les mêmes schémas, même dans les couples, en fait, mariés, en fait. Donc, moi, je ne pense pas que ce Vous soit... pensez que les hommes arabes, les hommes asiatiques, les hommes occidentaux sont différents à ce niveau-là? Oui, le taux de famille monoparentale, Ouais. chez nous les Afro, on est champion du monde. Mais est-ce que c'est Dernière attends, catégorie. est-ce que c'est pour ces mêmes raisons de comportement du père ou par l'irresponsabilité de l'homme? C'est pas tout à fait la même cause. 80%. Il y a des cas où la mère a son caractère. Non, non, j'ai pas mis les femmes là, Oui. je responsabilise pas les femmes. 80%. Je parle des causes de la monoparentalité. Est-ce que c'est parce que l'homme est un mauvais père ou parce que l'homme est un mauvais mari? Parfois, la plupart des fois, on est très égoïste. C'est connu que l'homme afro est très chaud. Hein, en un mot. C'est connu. Donc, il faut voir la réalité. Vous savez, les problèmes, c'est que des fois, on veut quitter la réalité. Nous aimons danser, nous aimons la fête et nous sommes chauds. Tu as une femme, quand tu vois des postérieurs d'une autre, ça te donne des idées. On n'est jamais rassasié. Permettez-moi juste de recentrer le débat justement par rapport à ce qu'on se disait là, parce qu'il y a un point qu'on n'a pas évoqué et qui me semble essentiel, c'est justement quand on a ce cliché de l'homme est dur, la femme est douce, etc. Alors quelle est notre place à nous en tant que mère célibataire? Comment doit-on se comporter en tant que mère célibataire? Parce que du coup, moi aujourd'hui j'élève un petit garçon, je suis et sa mère et son père, je suis son fouet comme sa tendresse, Mais c'est et donc justement du toute la coup difficulté. ça crée Un déséquilibre. un déséquilibre. Et à l'adolescence, si c'est un garçon, il ne se soumet plus forcément C'est ça. à une autorité qui n'est qu'une autorité de façade. L'autorité Voilà. de la mère, elle n'a pas la même voix, elle n'a pas la même carrure, elle n'a pas instinctivement la même autorité sur le garçon. Si on l'éduque avec ces clichés-là. Donc, c'est ça qui produit des délinquants oui. qui vont en prison à 80%. Alors, parce qu'on a cet arrière-plan-là. Ok. Vous voyez, moi, je crois que il est important pour un enfant d'être élevé par son père et sa mère. N'étant pas dans ce cas, je dois pallier aux échecs de celui qui ne fait pas ce qu'il a à faire. Par contre, je crois pleinement qu'en m'investissant pleinement dans son éducation, en lui transmettant des valeurs profondes, en essayant, combien que mal, de lui donner un cadre, des règles, une éducation, une culture, j'en ferai un homme droit, bon, et qui saura faire les meilleurs choix pour sa vie. Alors, je te rejoins, hein, et je vous laisserai ensuite la conclusion. Je pense là-dessus, je me permets de donner mon point de vue, qu'une mère célibataire peut répondre efficacement à ces deux rôles à condition qu'elle soit CSP+. C'est-à-dire à condition qu'elle soit suffisamment diplômée pour avoir la pédagogie, pour avoir la capacité à expliquer, la capacité en gros à imposer des règles, mais pas pour les imposer, pour faire comprendre à l'enfant que c'est pour son bien. Et en lui transmettant par le bien et pas par les cris, ça peut fonctionner. Voilà moi ma vision. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de ces mères qui ne sont pas CSP+, qui, par manque de capacité verbale, ne réagissent dans le cadre d'autoritaire qu'avec les cris ou qu'avec la chicotte. Voilà moi ma grille de lecture. Mais si vous deviez adresser en guise de conclusion un message aux hommes qui ont un regard assez, on va dire, dédaigneux à l'égard des mères célibataires, ce serait lesquels, s'il vous plaît? Non, moi, j'ai aucun message à vous passer, juste passer votre route, parce que clairement, moi, je ne suis pas dans le... essayer de la... On appelle ça déjà, essayer de convaincre qui que ce soit. Non, parce que, comme je l'ai dit aujourd'hui, Dieu merci, le marché, même si les gens s'amusent et s'attellent à dire qu'il est réduit et que machin, non, il y aura toujours des personnes pour nous, voilà, prêtes pour nous, et voilà, tant mieux. Passez votre route. Ouais, on va s'orienter vers ces personnes-là, donc passez votre chemin et voilà, c'est tout. Moi, je dirais simplement que la tolérance est une qualité essentielle et que si vous ne trouvez pas parmi toutes les mamans célibataires celle qu'il vous faut, c'est que certainement elle se trouve ailleurs. Moi, ce que j'ai à dire à tous les hommes,
Ne soyez pas que des géniteurs, soyez des hommes responsables. La truie s'occupe de ses petits. Hein? Le chien s'occupe des chiots, la chienne. Alors, soyons mieux que des animaux. Pour relever la communauté afro, pour bâtir une société solide, il faut une famille solide. Une famille solide, c'est avec des hommes responsables. On n'aurait pas pu mieux conclure. Une communauté forte est faite de familles fortes. Une famille forte est bâtie sur un homme fort, épaulé par une femme qui ne l'est pas moins. Ça, c'est les belles paroles. La théorie, maintenant, à nous de faire le nécessaire pour atteindre cet idéal. Et en attendant, essayer déjà de crever des abcès, de regarder en face nos parts de responsabilité respectives. Il n'y a pas les bourreaux d'un côté, les victimes de l'autre. Les torts sont partagés, mais encore faut-il vouloir les regarder en face et installer un dialogue, que ce soit en couple ou à l'échelle de la communauté. Les funérailles des tabous, comme vous le savez, on essaye d'aborder les sujets sensibles de front en prenant des pincettes, le but n'étant pas de vexer qui que ce soit, mais en essayant quand même d'y aller, de mettre les pieds dans le plat. Vos remarques sont toujours les bienvenues, vos marques d'encouragement encore plus. Je vous invite à liker si vous avez apprécié, évidemment à partager, mais avant tout à vous abonner, tant il est vrai que c'est vos abonnements qui constituent notre carburant. La route de notre renaissance par l'excellence étant encore longue, elle est certes semée d'embûches, mais elle est surtout semée de détermination. Tout seul, on le sait, on va vite, mais c'est ensemble que l'on va loin. Et c'est surtout ensemble, autour d'une table, que l'on va loin et haut. Au-dessus de notre émotivité, au-dessus de notre impulsivité, au-dessus de nos égos destructeurs, là où nous attend notre excellence, notre épanouissement collectif. Les funérailles des tabous, c'est pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Au nom de toute l'équipe des funérailles des tabous, je vous remercie d'avoir suivi attentivement cet épisode en espérant qu'il aura mis du grain à moudre au moulin de votre réflexion. Comme vous le savez, notre communauté fait face à un certain nombre de défis, aux allures de déficit. Nous pâtissons, ayons le courage de le dire, d'un déficit entrepreneurial. Nous sommes plus des consommateurs que des acteurs économiques. Où sont nos entreprises dignes de ce nom ? On se rend à Château-Rouge, à Château-d'Eau, on s'aperçoit que les magasins qui vendent nos produits ne sont pas vendus par nous-mêmes, mais par d'autres. Et s'agissant du terrain organisationnel, c'est un secret de polichinelle. Nous ne sommes pas encore au rendez-vous de l'excellence en la matière. Ou même encore, déficit d'ordre culturel. Où sont nos journalistes, nos historiens de nouvelle génération qui peuvent transmettre le sens de la dignité aux prochaines générations. Qu'est-ce que ça donne comme conséquence ? Ça donne une communauté parfois enchaînée ad vitam aeternam au HLM, à l'assistanat. Pire, psychologiquement enfoncée dans une forme de victimisation. Et il se trouve, et Dieu merci, que notre communauté regorge de personnalités ici ou là qui ont une expertise à faire valoir et à mettre au service des nôtres afin de tordre ce déficit et d'engager cette renaissance par l'excellence. Si vous voulez être des acteurs du changement de votre vie, quand on sait que ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union, si vous voulez être fort, eh bien, nous avons concocté des vidéos. Mais ce ne sont pas des vidéos de divertissement, ce sont des vidéos qui vous donneront des clés pour vous permettre de faire face à ces défis. Des clés sur le terrain entrepreneurial. Comment réussir à tenir le coup et à avancer avec succès sur ce terrain-là. Des clés sur le terrain culturel. Comment réussir à maîtriser votre logos, à bien vous exprimer, à mettre en avant sur des terrains intellectuels. Des clés d'ordre organisationnel. Comment parvenir à être structuré efficacement et à répondre aux défis que cela impose. Eh bien, c'est simple. Il vous suffit de cliquer dans la barre de description où vous y attendent des vidéos 100% gratuites. Mais gardez bien en tête que gratuité ne rime pas avec médiocrité. Bien au contraire. Mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est êtes-vous prêt à devenir les acteurs de votre destin et non plus simplement les spectateurs ? Je vous laisse la réponse.